Alors, pour conclure avec le flicker, avant de passer à l'effet stroboscopique, le flicker, il n'y a pas qu'avec l'éclairage stationnaire, enfin, il n'y a pas qu'en conditions statiques qu'on le voit en fait. Là, on a un exemple de perception du défilement des luminaires dans un tunnel qui induit un flicker complètement analogue à ce qui peut se passer avec une variation d'un seul luminaire en conditions statiques. Et ce défilement périodique, il peut induire des fréquences de l'ordre de la dizaine de Hertz ou plus, et qui peut être très très gênant au niveau visuel, qui fait l'objet de certaines doctrines d'ailleurs. Si on demande au CETU, on a des préconisations, et au CSTB, on avait développé avec mes prédécesseurs des modèles de contraste spatio-temporel liés au déplacement à une certaine vitesse dans un tunnel avec des espacements de luminaire, des tailles de lumière précises. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger avec les LED. C'est pas simplement le produit lui-même, mais l'installation peut conduire à des phénomènes de papillotement, de la même manière que le soleil au travers d'arbres plantés en dehors au bord de la chaussée peut être très désagréable et induire des nausées ou des malaises ou des migraines. Alors, on va passer aux effets stroboscopiques, Olivier. L'effet stroboscopique qui a été normalisé, c'est celui qui est lié au mouvement de la main ou du bras, on va dire le mouvement du corps humain. Ce n'est pas celui qui est lié aux machines ou aux objets qui tournent. C'est un effet qui est très gênant en fait, parce que si on a trop de modulation temporelle, dès qu'on va faire un mouvement au travail, au bureau ou dans un magasin, un mouvement de main, on va voir des images décomposées de ce mouvement. Et c'est vraiment euh, très mauvais au niveau confort visuel. Ça cause de la distraction et c'est vraiment mal perçu. Et il faut absolument éviter cet effet stroboscopique. Si on regarde sa courbe de sensibilité qui a été normalisée, donc l'indice normalisé, on va en reparler après, il s'appelle SVM, c'est le Stroboscopic Visibility Measure. Et vous regardez les normes, elles sont très récentes. Le travail de recherche qui a servi à établir cet indice, il date de 2015. Et la norme a été sortie, la dernière, de l'IEC en 2018. Et là, on voit par rapport au flicker qu'on est sur des fréquences beaucoup plus élevées, des fréquences qui ne seraient pas visibles en conditions complètement statiques par la population générale. On commence à 70-80 Hz et on a un maximum vers 90 Hz. Et ensuite, on redescend, mais jusqu'à 800, 900, 1000 Hz, on est capable, en bougeant sa main et ses doigts, de déceler cet effet stroboscopique. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, l'indice de SVM, le Stroboscopic Visibility Measure, il est aussi défini dans certaines conditions, notamment avec des niveaux d'éclairement élevés. Donc, il ne va pas marcher très très bien parce qu'il n'a pas été testé de nuit, par exemple, en éclairage public. Et il concerne des mouvements de la main inférieurs à 4 mètres par seconde. C'est typiquement ce qui se passe. Je prends la main, je vais chercher mon stylo, mon cahier, je suis au bureau, je me lève. C'est dans ces conditions qu'il a été testé. Donc, on a une formule mathématique, comme les autres indices, et qui dépend d'une fonction de sensibilité. On a un seuil minimal autour de 90 Hz. Et il n'est pas négligeable à 100 Hz, c'est jusqu'à au-dessus de 1000 Hz. La diapo suivante. Donc, l'expérience de recherche qui a permis d'inventer ce SVM, c'est un travail qui a été effectué par Philips, à l'époque, maintenant Signify, qui a été publié assez récemment, en 2015, et qui a consisté dans des expériences visuelles menées avec des sujets qui devaient regarder un plateau tournant sur lequel on avait des disques blancs. Et on devait apprécier la décomposition de ce mouvement. Donc le mouvement du disque, il a été calculé en fonction de ces 4 mètres par seconde qui correspondent au maximum de déplacement, vitesse de déplacement des mains. On avance, la diapo suivante. Voilà, c'est bon. Alors, de la même manière qu'on avait un seuil à 1 sur le SVM, sur le PSTLM, on a calé, les chercheurs de Signify, ont calé le SVM à 1 avec un seuil pour que l'observateur moyen, donc la moyenne des sujets, ait 50% de chances de voir l'effet stroboscopique avec les mains. Donc voilà, un seuil qui est très bas autour de 90 Hz. Donc à 90 Hz, par exemple, et même si on regarde à 100 Hz, par exemple, à 100 Hz, avec 20% de modulation, donc ça, c'est les anciens indices de taux de modulation, on a 50% de chances de voir l'effet stroboscopique avec les mains. Et ça pose problème parce que on a beaucoup de LED qui ont au moins 20-30% de modulation à 100 Hz, notamment dans les lampes grand public, pas tellement dans les bureaux, mais dans les lampes grand public. On avance.
Donc, au CSTB, on a en 2018-2019 travaillé sur une réplication de l'expérience de Philips pour caler des seuils, en fait. Donc, on a travaillé avec nos homologues canadiens du NRC et on a mené des expériences dans les deux pays, au Canada et en France, sur la visibilité de cet effet stroboscopique. Et pour cela, on a utilisé des lampes du commerce, en fait, parce que ça n'a pas été très difficile de trouver des lampes avec une très forte modulation temporelle, un SVM de 3. Donc, on voit sur la photo de droite, on voit bien la décomposition des points. Et puis, on a trouvé plusieurs niveaux très facilement, y compris des lampes sans aucune modulation temporelle disponible dans le grand public. D'ailleurs, sans aucune mention. Hein. Quand on a acheté les lampes, on en a acheté un grand nombre. On ne savait pas du tout à l'avance quel type de modulation temporelle elles allaient avoir. Puis finalement, on a trouvé plein de niveaux et on a trouvé des cohérences aussi entre les marchés américains, nord-américains et européens. Et on s'est calé sur ces valeurs qui étaient assez fréquentes en fait. Donc 0, 0,4, 0,9, 1,4 et 3 en termes de SVM. La diapo suivante, Olivier. Et un des résultats de notre publication, de notre travail de recherche, c'était qu'au-dessus d'un SVM de 0,4, le pourcentage de visibilité, il augmente très très vite et de manière non linéaire, et de manière très forte en fait. Donc entre 0 et 0,4, il ne se passe pas grand-chose, les gens ne voient pas vraiment l'effet stroboscopique. Au-dessus de 0,4, ça monte très très vite. Donc des petites augmentations de SVM, au-dessus de 0,9, là on est vraiment très très non linéaire, peuvent avoir un grand effet sur la visibilité de cet effet stroboscopique. La diapo suivante. Ah, donc, un mot encore sur l'effet stroboscopique lié aux machines et aux outils. Il faut vraiment dire que l'indice SVM, il ne veut rien dire dans ce contexte. L'indice SVM, il a été fait pour l'effet stroboscopique des mains et des bras. Il n'a pas du tout été fait pour le monde du travail et les machines et les outils. Donc, on n'a pas d'indice. C'est-à-dire que là, il faut vraiment appliquer le principe de précaution parce que les conséquences peuvent être graves dans le monde de l'industrie. Dès qu'on a des machines tournantes, des outils oscillants, des choses en mouvement en contexte industriel qui peuvent être graves, enfin dangereuses, le principe, c'est d'exiger des éclairages sans aucune modulation temporelle. Il faut être absolument clair, on n'a pas besoin d'indice, on veut zéro modulation temporelle. Évidemment, on pourrait se mettre d'accord sur une tolérance à 0,2%, 0,5%, mais en tout cas, il ne faut pas raisonner en termes d'indice SVM. Ce n'est pas le bon indice pour ça, il n'y en a pas de bon. On avance. Et le code du travail, il est très clair là-dessus. Le code du travail, il nous dit que les phénomènes de fluctuation de la lumière, donc la modulation temporelle, ne doivent pas être perceptibles. Donc là, c'est le flicker, ni provoquer d'effets stroboscopiques. Donc, on est clairement dans une contrainte de limitation forte d'effets stroboscopiques. Et le SVM n'est pas suffisant pour ça. C'est selon le contexte qu'on doit décider. Alors, la diapo suivante, on va parler du nouveau règlement européen d'éco-conception. Donc, tous les fabricants de lampes, de luminaires, de matériel d'éclairage, de drivers, d'équipements connaissent ce règlement qui rentre en vigueur à partir de septembre, le 1er septembre 2021, qui est un règlement qui rentre dans le cadre du marquage CE, c'est-à-dire c'est une directive d'éco-conception qui est obligatoire. Et pour la première fois, on a l'arrivée de la modulation temporelle dans la réglementation. En deux étapes. Donc, on voit que la première étape, on demande le PST inférieur à 1, donc pas de flicker, donc à plein régime. Donc attention, la réglementation, elle ne nous dit pas si les gradateurs vont introduire de la modulation temporelle, puisqu'on teste les produits en gradation, enfin qui peuvent être munis de gradateurs, mais uniquement à position 100%. Le SVM, il sera demandé avec une limite de 0,9, pareil, à 100% de modulation, sauf en éclairage extérieur ou sauf quand on a des éclairages qui sont vraiment pas faits pour rester travailler en dessous ou rester en exposition longue avec des indices de rendu de couleur inférieurs à 80. Donc, dans la majorité des cas en éclairage intérieur, on est sur des SVM inférieurs à 0,9. Et donc, en 2024, la réglementation, elle rentre complètement en application avec un seuil de SVM de 0,4. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, le SVM devait rentrer tout de suite avec une limite à 0,4 dans la réglementation. Et puis, l'enthousiasme n'a pas été complètement partagé par l'industrie de l'éclairage.
qui a négocié un délai de quelques années, donc de 3 ans, pour arriver à un SVM de 0,4. Mais il y a quand même une rentrée en vigueur à 0,9 pratiquement maintenant. Donc c'est important. Il faut savoir aussi que les industriels ont un délai pour vendre les produits qui ne sont pas encore conformes à cette réglementation pendant, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être pendant 1 ou 2 ans. Donc, pour tout ce qui est marché, je recommanderais d'exiger le respect de ces normes de SVM dès maintenant, parce qu'il y aura une tentation d'écouler des stocks de produits qui ne sont pas conformes. Voilà, donc c'est important de le signaler. La diapo suivante. Alors, l'effet de réseau fantôme, c'est le troisième effet visuel qui est bien connu. Georges en a parlé et il est lié aux saccades visuelles. Donc, si vous observez une source de lumière avec de la modulation temporelle en bougeant vos yeux, en fait, en effectuant des saccades visuelles, vous allez voir des traînées, des images fantômes, et c'est très, très désagréable. Alors, ça arrive en éclairage intérieur avec le PWM à 300, 400 Hz et à bas niveau. On voit des systèmes comme ça, donc on ne s'en rend pas compte à haut niveau. Et on le voit surtout en éclairage automobile, parce que l'éclairage automobile, ils ne peuvent pas monter très haut en fréquence. Ils sont aussi calés sur du 200, 300, 400 Hz. La variation des niveaux lumineux des feux, par exemple le feu stop, qui est un feu qui accroît brusquement sa luminosité par rapport à l'éclairage arrière classique, eh ben, il se fait par variation de luminosité, par variation du niveau en PWM, variation du rapport cyclique. Et donc, c'est très désagréable. Ça induit des distractions, on s'y habitue, hein, mais il y a sans doute des effets sanitaires aussi qui ont mal été explorés. Et cet effet de réseau fantôme, il fait l'objet de plusieurs types de recherches, donc des études sur sujet, puis des études techniques aussi sur la manière de l'éviter, notamment de la part de nos collègues en éclairage automobile. Sa particularité, c'est qu'il est visible à des fréquences encore plus élevées que l'effet stroboscopique. On voit une équipe de recherche l'a mis en évidence jusqu'à 11 kHz. Donc il suffit de bouger ses yeux vite en fait. Plus on va bouger ses yeux vite, et plus on va déceler des fréquences de modulation élevées. 11 kHz, c'est pas rien. C'est quand même très très élevé. On va avancer sur la visibilité du réseau fantôme. La slide suivante. Olivier. Voilà. Donc, dans la publication de la CIE de 2016, on a une courbe qui est donnée, mais qui est vraiment un exemple, parce qu'il y a 2 points de mesure qui sont tirés d'un article de recherche. On a tiré une droite sur les seuils de sensibilité à ce phénomène de réseau fantôme. Donc, c'est très insatisfaisant. On n'est pas prêt de le normaliser. La slide suivante. Et dans notre labo, on commence une recherche sur l'effet de réseau fantôme avec des collègues européens à partir du mois de mai. Donc, on aura des résultats de recherche dans 3 ans. Et un des objectifs, c'est d'établir un vrai indice de visibilité de cet effet de réseau fantôme. Alors, de manière générale, tous ces indices, le PSTLM, le SVM, la forme d'onde, les fréquences de modulation, le spectre, tout ça, ça se mesure en labo. Donc, les labos de photométrie sont bien équipés pour ça, hein. Typiquement, on se met en sphère d'intégration et puis on a des alimentations programmables pour faire ces petites fluctuations de tension. On a des photodiodes, des oscillos, des analyseurs de puissance et des algorithmes qui vont implémenter le flicker mètre, le PSTLM et le SVM mètre aussi, donc la mesure du SVM. Donc on est capable de le faire sans problème au niveau des produits. La diapo suivante. Alors, il est possible de mesurer la modulation temporelle et les indices in situ. Il y a tout un tas d'appareils qui font ça, qui le font plus ou moins bien d'ailleurs. Il y a eu un rapport de 2018 du département de l'énergie aux États-Unis qui a permis de comparer ces appareils. Donc, il y a des différences surprenantes. Donc, méfiez-vous. La difficulté la plus importante, c'est pas tellement la fiabilité de l'appareil, c'est les conditions de mesure. On va passer sur la diapo suivante. Quand on veut mesurer in situ les modulations temporelles, ben, on peut avoir des interférences entre luminaires. Donc là, on a des collègues danois qui ont mesuré des phénomènes de battement, donc vraiment d'interférences, parfois constructives, parfois destructives, entre les différentes modulations de luminaires qui ne sont pas tout à fait à la même fréquence. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis surtout, le gros problème qu'on va voir sur la diapo suivante,
c'est de mesurer la modulation temporelle quand il y a de la lumière du jour. C'est très difficile, parce que la lumière du jour, elle va noyer le niveau continu. Donc, le niveau de modulation temporelle émis par les lampes, ce ne sera pas du tout le niveau de modulation temporelle reçu par l'observateur. Donc là, il y a une thématique d'exposition de la personne à la modulation temporelle qui va varier tout le long de la journée selon la lumière du jour, en fait. Donc là, est-ce qu'on mesure la modulation temporelle reçue par la personne qui va évoluer dans ce local, ou est-ce qu'on mesure la modulation temporelle émise par la lampe? Donc, c'est deux problématiques différentes qui devraient être examinées aussi, avec des effets différents, notamment sur les migraines, tout ce qui est sanitaire. On avance, on arrive à la fin de la... Ouais, ben ça tombe très bien, je crois qu'il reste très peu de transparent. Voilà, c'est ici les premières pages des deux documents de la CIE les plus récents sur la modulation temporelle, donc un document de 2016 qui introduit les indices PSTLM, SVM, qui ont été repris par l'IEC, et un peu plus en détail. Et puis un document qui vient de sortir, qui nous donne des préconisations sur la mesure en laboratoire. Donc les conditions de mesure en laboratoire de la modulation temporelle. Donc c'est très technique, ça concerne plutôt les labos. Et la diapo suivante, c'est les normes, voilà, les copies des premières pages des normes de l'IEC sur le PSTLM à gauche et le SVM à droite, où là, ces normes rentrent dans le corpus réglementaire, notamment pour la réglementation européenne. On avance, et je termine par la première slide, en fait, qui récapitule les conclusions du rapport ANSES. Donc, j'étais très impliqué dans ce rapport. Et en fait, je vais vous terminer avec les deux petits encarts en bas. C'est que la modulation temporelle, elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle n'aura pas les mêmes effets pour tout le monde. On a des populations sensibles. Et dans le domaine de la modulation temporelle, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes sont particulièrement sensibles parce qu'ils ont une sensibilité plus forte au contraste spatio-temporel. Les personnes âgées sont moins sensibles, elles, à la perception du contraste, mais les effets de cette modulation vont être plus élevés. Et une classe particulière de gens qui sont sensibles, c'est les migraineux, les gens qui sont déjà sujets à des migraines et des maux de tête. Les photophobes, les gens qui sont sensibles à l'éblouissement, sont aussi les premiers généralement à se plaindre de la modulation temporelle. Les déficients visuels, selon le type de déficience visuelle, peuvent être sensibles. Et aussi des gens qu'on commence à étudier en recherche, alors pas nous, hein, mais on a fait de la biblio, et des accidentés, des gens qui ont eu des traumatismes crâniens ou des lésions cérébrales, peuvent développer des sensibilités exacerbées à la modulation temporelle. Donc attention aussi dans les contextes hospitaliers à prescrire des niveaux de modulation temporelle adaptés, voire pas de modulation temporelle du tout. Et puis pour tout le monde, que ce soit les gens en population sensible ou population générale, on a tous des activités qui sont particulièrement sensibles à la modulation temporelle. Dès qu'on travaille avec les mains et les doigts, voilà, si on parle avec les mains et qu'on voit ces décompositions de mouvements, on va être gêné. Et puis, bien sûr, en contexte industriel, tout ce qui concerne les pièces mobiles, les machines rapides, et même les écrans et les afficheurs qui ont des fréquences qui peuvent interférer avec l'éclairage. On a quand même une incertitude sur les activités de lecture et d'écriture, parce que il se trouve qu'il y a des publications contradictoires sur le sujet. J'en dirai pas plus, parce que c'est vraiment pas évident d'en savoir plus sur l'interférence entre les activités de lecture et d'écriture et la modulation temporelle. Et je vais conclure sur cette slide. Merci. Merci, et j'espère pas avoir débordé. Merci beaucoup Christophe de tout ça. On va passer la main à Ludovic pour avoir le point de vue d'un fabricant sur Ludovic Volz de chez Tridonic. Ludovic, tu m'entends? Je t'entends, merci Olivier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors merci. Oui, c'est bon? Oui, oui. Merci à l'AFE pour l'organisation et à tous les participants pour votre présence. Après toutes ces informations très intéressantes et très détaillées présentées par Georges et par Christophe, je voulais vous donner une vision industrielle de ces notions de flicker. Et avant ça, je voudrais juste souligner ce que disait Georges quand il a fait le parallèle entre toutes les perturbations qu'on peut avoir sur les sources lumineuses et le parallèle avec le bruit. Je trouve que c'est vraiment une très belle analogie parce que quand on parle de bruit à n'importe qui dans la rue, on comprend tout de suite
de quoi il s'agit, de la gêne que ça peut occasionner, de la variété de bruit qu'on peut avoir entre les différences d'intensité, la fréquence, toutes ces choses-là. Et je trouve que c'est vraiment une belle analogie par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la lumière, parce que dans la lumière, on va avoir beaucoup de mal à le percevoir, et quand bien même on le perçoit, ça va souvent être de manière sans qu'on en prenne réellement conscience. Et là, je fais un peu le parallèle avec ce que disait Christophe il y a quelques instants sur notamment les migraineux. On a vu pendant longtemps dans des environnements avec des tubes fluo, ballast ferromagnétique, où on avait des fluctuations à 100 Hz, des personnes se plaindre de maux de tête ou de différents problèmes après un certain nombre d'heures d'exposition. Et c'est ce qui a permis notamment de mettre en avant les technologies électroniques à cette époque-là pour alimenter ces lampes-là, puisqu'on passait d'une fréquence de 100 Hz pour les lampes à une fréquence de 40 kHz, et on s'affranchissait de tout un tas de problèmes de maux de tête et de perception de basse fréquence. Pour pouvoir évoquer ma partie, je pense que c'est important d'abord d'expliquer quel est le rôle d'un driver, et avant ça, de revenir sur qu'est-ce qu'une LED. Ça pourra peut-être être un rappel pour un grand nombre de personnes dans ce webinaire, mais je pense que c'est essentiel de comprendre ça, et Georges en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc la LED, c'est un semi-conducteur, c'est-à-dire c'est un composant électronique, et c'est un composant qui réagit extrêmement vite. Georges en a parlé, Christophe également, c'est la première source de lumière qui réagit aussi vite. Avant, pour diverses raisons de conception, de mécanique, chimique, etc., on avait des sources lumineuses qui avaient une certaine inertie, soit les lampes incandescence ou les lampes halogènes avec les filaments, les lampes à décharge également avec l'arc électrique. Dès qu'on soumettait la lampe à une variation électrique, il y avait une certaine inertie au niveau de la lampe. Donc, elle faisait un petit peu un effet de filtrage par rapport à tous ces problèmes de fluctuations liées à l'alimentation réseau, liées à la manière dont on l'alimentait via le ballast ou le driver, etc. etc. La LED va réagir immédiatement. Alors, on a utilisé cette particularité dans certains cas de figure, notamment quand on les fait fonctionner en PWM. C'était ce qu'expliquait Christophe tout à l'heure. Faut bien comprendre que la LED, c'est un semi-conducteur, et c'est un semi-conducteur qui s'alimente en courant et non pas en tension. Ça, c'est une notion qui est importante. On a l'habitude de parler de tension généralement dès qu'on parle d'électricité. La LED, elle s'alimente en courant, et la conception la plus simple d'une conversion tension-courant, c'est celle qu'on voit là. Donc, on a une tension, on a un certain nombre de LED qui sont branchés en série sur cette tension-là. Bon, là, on prend un exemple simple avec 2 volts. Ce qui n'est pas le cas des LED blanches, c'est plutôt des LED rouges ou orangées, mais peu importe. Donc 3 x 2, 6, il va rester 6 volts aux bornes de la résistance, et en dimensionnant cette résistance, par la loi d'Ohm, U égale RI, on va connaître le courant qui passe dans cette branche, et donc on va pouvoir déterminer le courant qui sera traversé par les LED, et donc les alimenter en courant. Ça, c'est une conception très simple à partir d'une tension d'alimentation, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les flexibles. Vous savez, c'est flexible en 12 ou 24 volts. On voit aussi apparaître maintenant des choses en 48 volts qui s'installent très largement dans les corniches décoratives ou dans d'autres cas de figure. Donc, on a ce type de fonctionnement. Il faut comprendre aussi que quand on alimente en tension, on peut remplacer cette résistance par un circuit qui est plus évolué, et qui permettra réellement d'alimenter la LED en courant. Alors pourquoi est-ce que je dis réellement? C'est qu'en fait, avec ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez que si la tension de 12 volts, elle varie légèrement, on va tout de suite avoir une répercussion importante sur le courant d'alimentation des LED, et c'est pas du tout linéaire. Donc si on a par exemple 12,5 ou 13 volts, on peut avoir un courant qui est bien plus important, ce qui va limiter la durée de vie des LED, mais ce qui aura aussi des incidences sur tous les phénomènes qu'on a évoqués, c'est-à-dire que dès que la tension fluctue, le courant va fluctuer immédiatement, et la lumière émise par ces LED va fluctuer immédiatement également. Donc il existe des circuits plus complexes, également sur les flexibles dont je parlais. Donc pour en revenir au driver, un driver, idéalement, il doit alimenter la LED par un courant qui est constant, c'est-à-dire que ça doit être une droite sans aucune fluctuation, ça c'est la théorie. Donc il faut que cette régulation soit la plus précise possible, idéalement elle est parfaite, et ceci indépendamment des fluctuations qu'on va retrouver sur le réseau électrique, donc une immunité par rapport au réseau électrique, et sans perturber le réseau également. C'est-à-dire que le driver, vraiment, il a
il a une double fonction de barrière, dans un sens pour préserver la source, mais aussi pour de lui-même ne pas perturber le réseau. Il y a quelque chose qui est très simple à comprendre, c'est que plus la conception du driver ça sera simplifié et plus il faudra faire des concessions sur ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que les modules qui s'alimentent en 230 volts, dans la plupart des cas, vont renoncer à un certain nombre de choses. Des cos-phi relativement faibles, des taux de distorsion harmonique qui ne sont pas du tout maîtrisés, des fluctuations pour la LED qui peuvent être importantes. La manière la plus simple de concevoir un module 230 volts, c'est simplement de redresser le réseau sinusoïdal et de mettre un condensateur pour lisser légèrement et ensuite de mettre suffisamment de LED en série pour qu'elle puisse supporter le pic de 230 volts, enfin 230 racine de 2 plus exactement. Mais ça, c'est vraiment une conception très simple. Et si on venait à mesurer ça avec ce que Christophe expliquait tout à l'heure, on verrait que les ondulations, elles sont 200 Hz et elles sont extrêmement gênante et très forte en fait. Donc voilà, avec deux composants, avec trois composants, on peut alimenter des LED à partir du réseau 230 volts. Donc on va avoir des problèmes par rapport aux fluctuations et puis on va évidemment avoir beaucoup de problèmes de perturbations renvoyées vers le réseau, de durée de vie du module également et puis de la fiabilité, c'est-à-dire que dès lors qu'il y aura un pic ou un phénomène anormal sur le réseau, ça aura très certainement pour cause de détruire le module. Donc ça, c'est dans le cas le plus simple. Après, il y a évidemment des conceptions de modules de 130 volts qui sont plus évoluées. Dans les deux images d'illustration qui viennent d'apparaître, pardon Olivier, oui, on retrouve en fait la conception des modules LED. Alors là, j'ai pris l'exemple de la technologie qu'on appelle COB, Chip on Board. On vient mettre les semi-conducteurs sur le PCB directement. On fait des connexions entre ces LED et ensuite on vient mettre le phosphore sur l'image de droite. Ça, c'est une des technologies qui est utilisée notamment pour tous les spots et la mise en valeur. Et on va avoir une autre technologie qui est la technologie SMD, où là, la LED est un composant propre que l'on viendra souder sur un circuit imprimé. Et c'est plus largement utilisé en éclairage intérieur pour tout ce qui est linéaire, mais aussi en éclairage extérieur. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Encore une fois, cette notion de réaction quasi immédiate de la LED, c'est la première source de lumière qui permet de réagir aussi vite. Donc on a un avantage par rapport à ça, c'est que si on veut la faire varier avec le schéma qu'on voyait tout à l'heure et le 12 volts, on pourrait simplement utiliser le PWM, comme l'a montré Christophe. Donc ça permet de faire varier l'intensité lumineuse. L'inconvénient, c'est qu'il faut monter à des fréquences relativement élevées, parce que si on est dans des domaines de fréquences de quelques dizaines de Hertz ou quelques centaines de Hertz, on va se retrouver face à toutes les problématiques qui ont été présentées précédemment. On peut passer au slide suivant. Donc, qu'est-ce qu'un driver? Qu'est-ce qui va influencer la modulation de lumière dans un driver? Donc là, on a un schéma de principe sur la conception d'un driver. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi deux types de drivers. Il y a les drivers ce qu'on appelle isolés et les drivers non isolés. Donc, les drivers isolés qui vont fonctionner en TBTS, qui fourniront des tensions qui au secondaire ne sont pas dangereuses, et des conceptions de drivers sans étage d'isolation pour avoir la possibilité de mettre un grand nombre de LED en sortie. Et puis là, on va retrouver des tensions de sortie qui peuvent être de 100, 200 jusqu'à plus de 300 volts, puisque en fait la limite c'est simplement le redressement du réseau. Donc on va pouvoir atteindre des niveaux très souvent 250 à 300 volts dans les cas les plus élevés. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simplement pour simplifier la conception du driver, mais aussi c'est pour avoir une meilleure efficacité. Dès qu'on rajoute cet étage d'isolation, on va perdre légèrement en efficacité au niveau du driver. Et aujourd'hui, sur des drivers non isolés et des conceptions de luminaires adaptées, on arrive à des niveaux d'efficacité standard. Je dis bien standard, c'est pas optimal, mais standard de 92% au niveau des drivers. Ça veut dire qu'on va perdre que 8% au niveau de ce driver-là par rapport à l'efficacité lumen-watt qui est donnée au niveau de la source. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a aussi eu beaucoup de progression, d'évolution ces dernières années, puisque il y a 4, 5, 6 ans, on était plutôt aux alentours des 80-85% d'efficacité. Le 92, là dont je vous parle, c'est très standard, et on peut retrouver des niveaux encore plus élevés, jusqu'à 95%. Juste pour rester sur le slide d'avant, donc qu'est-ce qui va avoir une incidence sur la modulation de lumière? Ça va être
toutes les fluctuations qui viennent du réseau, donc d'où l'intérêt de la partie filtrage qu'on voit sur la gauche. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des répercussions. Christophe l'a évoqué aussi tout à l'heure quand il parlait de phénomènes qui viennent du réseau, qui vont se répercuter sur la source et qu'on va voir visuellement pendant un certain temps, puis qui vont disparaître. Il y a la CEM également, c'est-à-dire toutes les ondes qu'on va retrouver dans l'environnement et qui viendraient perturber le driver de manière ponctuelle ou de manière régulière. Donc, je pense notamment à des réseaux type, tout ce qui est du domaine de la fréquence et des transmissions de données, que ce soit Wi-Fi, Bluetooth, mais aussi les télécommandes, ce genre de choses. Donc il y a une immunité aussi à avoir au niveau du driver et dans la conception du luminaire, puisque le câblage a une grande importance dans cette partie-là, la manière dont on va câbler le primaire et le secondaire. C'est important parce que ça peut, en fait, ces câbles-là, ils peuvent agir comme des antennes et renvoyer ce signal dans les drivers. Et puis ensuite, la partie tout à droite, le circuit de régulation. Alors ça, c'est très important puisqu'on va retrouver sur des drivers des régulations assez faibles à 30%. On va retrouver des régulations à 10%, 5%. Et dans les meilleurs cas, on est à moins de 3%. Il faut savoir que quand on est sur des alimentations graduables, plutôt haut de gamme, on arrive à atteindre des niveaux de 3%. On pourrait aller au-delà de ça, mais ça demande à rajouter encore des composants et de rendre le driver encore plus volumineux, plus complexe. Donc je pense que cette limite de 3%, c'est un bon compromis. Bon, là je vais passer rapidement, c'est simplement un lien pour une vidéo. Je pense que ça va être un petit peu long. On la mettra en ligne si ça dérange personne sur ce Ok, truc. non, je ne veux pas passer la vidéo, mais simplement dire que pour vraiment vulgariser, simplifier toutes ces notions qu'on a vues là dans ce webinaire, on a fait une petite vidéo de 5 minutes qui explique la notion de flicker et de ripple, puisqu'en fait le ripple, ça va être l'ondulation qu'émet le driver et qui va se traduire par une ondulation de la lumière. Donc il y a souvent des malentendus, des amalgames, donc le ripple au niveau du driver et le flicker au niveau de la source. Et on ne rentre pas dans tous les détails de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais on explique simplement l'importance de ces notions-là et de les prendre en compte. Alors, sur ce qu'on a vu jusque-là, la notion de TLA, aujourd'hui, elle est réservée aux sources 230 volts directs, c'est-à-dire toutes les lampes qui s'alimentent directement à partir du réseau et les modules qui s'alimentent à partir du réseau directement. Donc, les drivers, les alimentations LED, elles sont exclues de cette catégorie-là. Toutefois, c'est une notion qui devient très populaire et que les utilisateurs et les clients finaux cherchent en fait à comparer ou à quantifier. Donc, on voit des fabricants de luminaires aujourd'hui faire des mesures de TLA sur des luminaires par anticipation ou pour répondre à la demande. C'est-à-dire, certes, ça ne concerne pas ce domaine-là, mais on peut faire une mesure et vous donner des informations. Et puis, vous verrez tout simplement que dès lors qu'on utilise un driver, cette notion de TLA, elle est généralement bonne, voire excellente. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc ça c'est 2 minutes, d'accord. C'est simplement un résumé en fait de ce que Georges et Christophe ont expliqué. Donc la notion de PSTLM avec une plage de fréquence de 0,3 à 80 Hz et de SVM avec 80 à 2 kHz. Et bon là je reviens pas dessus puisque tout a été présenté, mais les notions d'effet stroboscopique et puis le modèle Eye Brain là dont parlaient mes collègues tout à l'heure. On peut passer à la suite. Donc là, c'est simplement sur les mesures qui sont faites. Alors très brièvement, on fait des mesures dans des conditions de test classiques, c'est-à-dire une température qui est maîtrisée, des tensions nominales au niveau du réseau. Dans certains cas, on va envoyer des fluctuations pour simuler en fait des cas réels, c'est-à-dire que pour pas simplement se retrouver dans des conditions idéales avec une belle sinusoïde en 230 volts, mais aussi pour simuler ce qu'on peut retrouver sur un réseau classique avec des fluctuations de tension nominale, des effets d'harmonique, de pics de tension qui peuvent être générés par des mises sous tension de charge importante ou de machines, moteurs, charge inductive, etc. On va également faire des mesures à différents niveaux de gradation, puisqu'il ne s'agit pas simplement de prendre le niveau de 100% et de faire des mesures à ce niveau-là, mais on va faire des mesures à différents niveaux. Vous voyez, 50%, 20%, on descend jusqu'à 1%. Et on va aussi faire des mesures à différents niveaux de charge, parce qu'il faut savoir qu'un driver, si je prends l'exemple de quelque chose en 75 watts par exemple, certes, il va avoir un point de fonctionnement qui est optimal à sa puissance nominale,
autour des 75%, mais dans beaucoup de cas de figure, il est le driver qui est adapté pour alimenter peut-être 40 watts de LED. Donc il faut aussi prendre en considération le cas où la charge est de 40 watts et que ensuite cette charge va être graduée. Donc on fait tous ces tests-là évidemment. On peut passer au slide suivant. Bon, là c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. On utilise des outils notamment, qui sont très proches en fait de ce que les chercheurs utilisent pour faire de l'acquisition de données et du traitement de la donnée de manière la plus automatisée possible. C'est-à-dire que en gros, si je fais un parallèle, avant on prenait des mesures, on renseignait un tableau Excel. Ce tableau Excel, il y avait des formules qui donnaient le résultat. Aujourd'hui, on essaye d'aller un petit peu plus loin, de faire des mesures de manière automatisée, c'est-à-dire qu'on lance une séquence de tests. Le banc de test est capable de faire varier ce qu'on évoquait tout à l'heure, la charge, le niveau de gradation, et de récupérer les différentes mesures, de les traiter pour donner en fait la valeur finale ou les valeurs finales à chacun de ces niveaux-là. Donc là, on utilise des outils comme MATLAB et puis des bibliothèques de tests qui ont été parfois réalisées par le fournisseur, le fabricant du matériel de test ou également les chercheurs. C'est-à-dire que quand les chercheurs vont développer des outils, simplement en important un fichier, on va être sûr d'avoir le bon calcul, la bonne mesure des différents paramètres. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc ça c'est quelques exemples d'illustrations sur ce que je viens d'évoquer. Et pour finir, dernier slide, donc les perspectives, l'évolution. Donc on essaye aussi, au-delà de la partie normative, de chercher un petit peu à démystifier ces choses-là, à les rendre accessibles. Donc notamment le test de la roue stroboscopique que vous connaissez peut-être, c'est une petite roue qu'on fait tourner dans sa main. Alors ça, c'est le test plus basique qu'on va pouvoir faire pour retrouver les notions d'effet stroboscopique. On fait les tests de PSTLM et de SVM sur l'ensemble de tous nos drivers et on tient compte aussi des applications puisque en fonction du lieu où sera installé les drivers, il y a des notions qui peuvent être très importantes, notamment les caméras de surveillance, des systèmes de lecture de code barre dans les supermarchés ou dans les points de vente, dans le milieu de la santé, les oxymètres à impulsion qui peuvent être perturbés par ces choses-là. Donc tout ça pour dire qu'en fonction des applications et du type de driver qu'on va proposer, on va parfois aller chercher des spécificités qui sont propres à ces installations-là. Et puis on va aussi s'imposer évidemment des limites très exigeantes. Christophe a parlé des notions de SVM là, qui évoluent au 1er septembre 2021 et 2024. Il faut savoir que pour un industriel, les développements, les plateformes de développement, elles sont faites tous les 3 à 5 ans. Donc aujourd'hui, les nouvelles plateformes de développement qui sont conçues, il faut qu'elles puissent répondre d'ores et déjà aux exigences de 2024. Donc on va très loin aussi dans ces choses-là. Et vous pouvez retrouver sur le marché, comme l'évoquait Christophe aussi, des générations différentes à un même moment, ce qui a pour effet de donner des valeurs très différentes par rapport à tous ces paramètres. Voilà. Merci à tous. Ludovic, merci. Merci beaucoup. Si, pour toutes ces explications. Si vous avez des questions alors nominatives, soit au professeur, soit au professeur Georges Si, soit au docteur Christophe Martinson ou à monsieur Ludovic Volz, allez-y. Alors il y avait des questions dans le chatter. Alors, est-ce que pour Eric Studer de CFE, pour l'intervention du CSTB, au niveau de l'intégration des indices PSTLM et SVM, au niveau de la directive d'éco-conception, les appareils d'éclairage public ne sont pas concernés par le STLM. Point d'interrogation. À compter du 1er septembre 2021, tous les appareils d'éclairage doivent être conformes à ce règlement. Point d'interrogation. Qu'en est-il si on les intègre dans le luminaire des drivers dits flicker free? Christophe, si tu veux. Oui, c'est bon, ça passe, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, ok. Donc, effectivement, la réglementation d'éco-conception qui est obligatoire pour le marquage CE, elle indique des limites pour le PSTLM et le SVM, mais le SVM ne concerne que l'éclairage intérieur. Donc, tout ce qui est éclairage public, le PSTLM est important, mais pas le SVM. Alors, c'est à moitié satisfaisant, mais c'est aussi scientifiquement cohérent parce que le SVM a été mis au point en éclairage intérieur pour des niveaux de luminance assez élevés.
Et donc, il pourrait peut-être être modifié pour l'éclairage public, mais en tout cas, on ne sait pas pour l'instant, et même les scientifiques ne savent pas trop quelle modification ou si on pourrait le modifier pour l'éclairage public. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, pas de SVM pour l'éclairage public. Ça, c'est clair. Maintenant, les luminaires dits flicker-free ou les drivers dits flicker-free, bah, c'est toujours bien. Hein, mais flicker-free, ça ne veut rien dire. C'est un label, c'est même pas un label, c'est une appellation commerciale. Donc, il n'y a aucun règlement qui dit flicker-free, c'est tant de SVM ou tant de PST ou tant de fréquences. Voilà. En tout cas, la démarche de le diminuer et de mettre en valeur d'un point de vue commercial l'absence de modulation temporelle, elle me paraît bonne. C'est sûr. Même pour l'éclairage public, parce que on peut percevoir la modulation temporelle en éclairage public. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez mûr au niveau scientifique pour le quantifier et quantifier les effets. Merci Christophe. Je voudrais juste, pardon Olivier, je voudrais juste rajouter quelque chose. Effectivement, cette notion de flicker free, c'est une tromperie parce qu'en fait, elle n'est pas définie. Donc, est-ce que flicker free, c'est 3%, 5%, 10%, 30% d'ondulation? C'est vraiment une appellation marketing et la vraie question à se poser, c'est de quel niveau est-ce qu'on parle? Parce que il n'y a aucune définition dans la profession ou normative sur la notion de flicker free. Super. Je confirme. Une question de Jérémy Urbain avec si nous devions préserver le PWM pour diverses raisons techniques, quelle serait selon vous la fréquence de modulation idéale en sortie de driver pour une utilisation lambda? Je crois que tu veux essayer d'y répondre. Et il y en a une autre derrière. Je vais donner mon avis. C'est pas l'avis d'un industriel. Donc, le PWM, bah, c'est génial. C'est vrai que ça préserve pas mal de propriétés intéressantes de la LED, la colorimétrie. On n'a pas de variation de spectre, a priori, hein, en fonction du niveau de gradation. Le problème, c'est qu'il faut monter en fréquence parce que si on est uniquement à quelques centaines de hertz, alors ne parlons même pas de quelques dizaines de hertz où là, ça devient catastrophique dès qu'on baisse le niveau. Mais si on veut obtenir toute la plage de gradation entre quelques pourcents de la lumière et 100%, il faudrait au moins avoir des fréquences de l'ordre du kilohertz. Et ça peut poser des problèmes au niveau compatibilité électromagnétique parce que ça rayonne à ces fréquences-là. Donc, il y a certainement des choses à revoir, un compromis à trouver entre la CEM, le besoin de blinder des câbles, par exemple, et les fréquences et la visibilité de la modulation, les effets visibles de la modulation temporelle. Ou alors, il faut être moins ambitieux sur la plage de gradation et ne pas descendre à quelques pourcents, mais limiter à 20 ou 30%. Où là, on pourrait descendre en fréquence. Donc, il y a un triple compromis, la plage de gradation, la CEM et la visibilité des effets stroboscopiques. Si je peux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Christophe, effectivement, pour utiliser le terme français, les MLI, modulation largeur d'impulsion, n'oubliez pas que chaque fois que vous avez un signal qui n'est pas un sinusoïde pur, vous avez toujours des harmoniques. En changeant justement la largeur d'impulsion ou sa fréquence, vous pouvez générer des harmoniques qui sont dans les gammes dangereuses au niveau, enfin, nuisibles. Donc, il faut être très attentif à ça. Aussi, n'oubliez pas que toujours avant un MLI, vous avez toujours un redresseur, comme il a expliqué Ludovic. Et s'il y a des restes au niveau de la qualité du signal sorti du redresseur, ces restes-là, vous allez les trouver toujours à la fréquence du réseau. Donc, ils seront toujours présents et vous aurez une fluctuation à des fréquences basses, malgré le fait que vous pouvez utiliser un MLI à fréquence élevée, comme il a dit Christophe, au-delà du kilohertz. Donc, la problématique du MLI est très compliquée et il faut vraiment la prendre en compte. Et c'est une question de qualité de conception du circuit. Et on ne veut pas se cacher derrière les petits doigts. Ludovic peut vous le confirmer. Plus vous augmentez la qualité du driver, plus son prix augmente.
Ça, c'est indiscutable. Voilà, donc les MLI, c'est une bonne solution, mais je suis tout à fait d'accord avec Christophe. C'est à utiliser avec toutes les précautions qui vont avec. Voilà. Merci beaucoup. Pour pas trop déborder, je vais continuer sur nos programmes à venir où nous avons les informations et réservations qui arriveront après. Donc l'éclairage sportif indoor et outdoor et le protocole ZD4I pour nos prochaines web conférences. Vous inquiétez pas pour les questions qui sont posées dans le chat, on y répondra ultérieurement ou personnellement, pas de souci. Il me reste plus qu'à vous remercier tous et donc là que nous avons on vous a donc présenté la webconférence sur le thème donc Flickr et modulation avec les interventions du professeur Georges Zizis, du docteur Christophe Martinson et de Ludovic Volz de chez Tridonic, avec l'aimable organisation et animation de Alexia, Caroline et moi-même pour l'AFE Grand Paris Île-de-France. J'espère qu'on n'a pas trop débordé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et suivis. Et à très bientôt pour tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Merci à tous. Georges, merci Christophe et Olivier. Merci.